À l'occasion de l'ouverture de la conférence sur le terrorisme, le président de la République passe en revue l'approche adoptée depuis 2009 par notre pays pour lutter contre ce fléau. La campagne de sensibilisation sur le dialogue national se poursuit et quelques membres du gouvernement sont à l'intérieur du pays pour expliquer les objectifs de ce dialogue. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Abdelaziz a adressé aujourd'hui un message de félicitations qui suit au président chinois, M. Xi Jinping, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Et voici l'intitulé du message. Excellence, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République populaire de Chine, il m'est agréable de vous exprimer mes chaleureuses félicitations et des meilleurs vœux de santé pour vous-même et plus de progrès et de prospérité pour le peuple chinois ami. Je tiens à assurer votre Excellence de notre ferme volonté de poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples amis. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a regagné Nouakchott ce matin en provenance des États-Unis d'Amérique où il a participé aux travaux de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se sont déroulées à New York. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Yahya El-Haddamine, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidence de la communauté urbaine de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République était accompagné par Mme Mariam Tahmadi Tekbir, la première dame, et d'une importante délégation comprenant messieurs Hamadi Oulemoïmou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Sid Ahmed Oulares, ministre des Affaires économiques et du développement, Ahmed Ouel-Bahir, directeur de cabinet du président de la République, Sidi Mohamed El-Boubakar, représentant permanent de la Mauritanie auprès des Nations Unies, Ahmed Ouel-Bouhadi Ahmed, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ishaq Saad Sid El-Amin, conseiller à la présidence de la République, Sidney Sokhna, chargé de mission à la présidence de la République, Al-Hussein Oul-Naji, conseiller à la présidence de la République, et Al-Hassan Oul-Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a affirmé dans un discours prononcé hier à New York à l'occasion de l'ouverture de la conférence sur le terrorisme violent, que notre pays a adopté depuis 2009 une approche intégrée qui a sécurisé pleinement notre territoire, mettant depuis lors un coup d'arrêt aux actions terroristes qui auparavant secouaient périodiquement notre pays. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Majesté, Excellence, Altesse, la montée du terrorisme et de l'extrémisme violent constitue un défi majeur de notre époque. À l'échelle du monde, elle alimente une terreur de masse, suscite le repli identitaire et cristallise les haines. La violence des regroupements terroristes à travers le monde appelle tous les États à une vigilance et une coopération accrue pour tarir à la source des ingrédients du mal. Excellences, Mesdames et Messieurs, la fermeté requise à l'égard du terrorisme et de l'extrémisme violent ne doit occulter, bien au contraire, la nécessité de comprendre ses ressorts. Il apparaîtra alors que la radicalisation qui pousse au terrorisme et à l'extrémisme violent prospère toujours sur le terreau propice des frustrations que génèrent les privations. Partout où il avance, l'extrémisme violent instrumentalise la pauvreté et l'injustice, la marginalisation et la perte des repères. À ces considérations internes à chaque société, l'ingérence extérieure peut apporter un facteur additionnel. Les interventions militaires dans les différentes politiques internes peuvent, indépendamment de leur légitimité, aggraver les désordres et l'anarchie qui favorisent la montée de l'extrémisme et de la violence. La crise libyenne, dont l'onde de choc et les répliques se retrouvent aujourd'hui directement à l'œuvre dans la déstabilisation accrue que connaît le Sahel, en est une illustration éclatante. Au vu de la situation présente au Sahel, il est regrettable pour le moins
que les appels à plus de discernement et de retenue n'aient pas été davantage entendus. Au Nord Mali, des groupes terroristes et des réseaux de narcotrafiquants ont longtemps sévi dans cette zone, la prenant comme la base arrière pour déstabiliser ce pays frère ainsi que ceux de la sous-région. Les capacités opérationnelles de ces groupes ont été démultipliées par l'instabilité régnante en Libye. Plus au sud, l'extrémisme violent a acquis des capacités d'action inédites qui en font désormais une source de déstabilisation majeure pour toute la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Face à ces défis, nous devons nous rappeler d'abord le devoir de cohérence et de fermeté. L'ambiguïté, les accommodements provisoires ou la passivité des États finissent toujours par renforcer les visées terroristes. Tolérer de quelque manière que ce soit l'existence sur son sol de groupes terroristes ou de réseaux de trafiquants de drogue, c'est fatalement, en définitive, choisir la voie d'une déstabilisation certaine. Verser des rançons aux preneurs d'otages, c'est leur assurer les moyens de leur action et les encourager à sévir. Pour autant, les réponses à apporter à ces défis se doivent toujours d'intégrer la réalité complexe et multidimensionnelle des phénomènes de radicalisation et d'extrémisme violent. La tentation simpliste du tout sécuritaire conduit ici dans une impasse, donnant l'illusion d'enrayer la violence extrémiste. Elle participe au final à l'entretenir et à l'aggraver. La réponse efficace à ces phénomènes requiert de traiter simultanément leurs manifestations et leurs causes. Elle appelle à combiner réaction et prévention. Elle nécessite une conjonction optimale de l'effort global et de l'action locale. Elle commande d'envisager, au-delà des seules dimensions sécuritaires, les considérations doctrinales, politiques et sociales. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est cette approche intégrée que notre pays a résolument fait sienne. Nous sommes parvenus depuis 2009 à sécuriser pleinement notre territoire, mettant depuis lors un coup d'arrêt aux actions terroristes qui auparavant secouaient périodiquement notre pays. Les succès enregistrés sur ce plan sont le fruit d'une vision cohérente et d'une stratégie pluridimensionnelle alliant à l'action sécuritaire une politique de dialogue et un développement qui profite aux populations vulnérables en priorité. Dans ce cadre, un effort sans précédent a été d'abord consenti à la préparation et à l'équipement de nos forces armées et de sécurité pour assurer l'inviolabilité de notre territoire et garantir la sécurité des personnes et des biens. Cet effort exceptionnel a été consenti en dépit de l'ampleur des besoins dans d'autres secteurs aussi prioritaires. Parallèlement à la sécurisation de nos frontières, nous avons mené avec succès d'importantes actions de persuasion envers nos jeunes radicalisés. Une politique de la main tendue nous a permis, à travers un dialogue conduit par nos principaux savants et érudits, de ramener dans le droit chemin et réinsérer socialement nombre de nos jeunes compatriotes auparavant voués à l'extrémisme et l'action violente. Nos politiques, dans ce cadre, attachent un prix particulier à la formation, à l'emploi et à l'épanouissement des jeunes et leur implication dans la vie publique et citoyenne. Ces politiques s'appuient plus largement sur la priorité que nous avons accordée à l'amélioration des conditions de vie des populations fragiles à travers un meilleur accès à l'éducation, à la santé, aux infrastructures et aux services de base. Le recul de la pauvreté s'est particulièrement accéléré durant les 5 dernières années, nous permettant par rapport au niveau de 2001 de faire baisser son taux global de 20% environ. En renfort à ces actions, notre engagement résolu pour l'ancrage de la démocratie et des libertés, la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation de l'état de droit contribue tout autant à prévenir et conjurer les tentations extrémistes. Mesdames et Messieurs, pour appuyer les efforts de chaque pays, la coopération internationale est une clé du succès. Mais au-delà de la coordination requise à ce niveau, il importe à cette échelle également de lutter contre les incompréhensions et combattre les injustices.
la légitimité de notre engagement collectif contre l'extrémisme et l'intolérance gagnera sans doute à s'appuyer sur l'émergence d'un nouvel ordre international juste, égalitaire et plus humain. Respecter la singularité de chacun, agir en commun pour le bien de tous, sont la meilleure réponse que nous pouvons opposer à ceux qui s'emploient à diviser l'humanité et figer les croyances dans un antagonisme meurtrier. Nous devons agir résolument en conséquence pour promouvoir le dialogue, la coopération et le développement. Nous devons nous employer à rapprocher les cœurs des hommes et jeter des ponts entre les peuples et les cultures. Nous devons nous efforcer de donner à chaque enfant les conditions d'une vie meilleure, à chaque jeune l'espoir et la foi en l'avenir, à toute femme, à tout homme, de bonnes raisons de s'épanouir et de prospérer. C'est cette tâche immense et exaltante, mais ô combien noble et bénéfique, que nous devons d'entreprendre inlassablement au service de la paix, de la sécurité et du développement durable et inclusif. Je vous remercie. En marge des travaux de la 70e session de l'Assemblée générale qui se sont déroulés à New York sur le développement durable, le président de la République, Mohamed Abdel Aziz, a aussi pris part au sommet des Nations Unies sur la consolidation du rôle de la femme et l'égalité entre la femme et l'homme. Il a également pris part au sommet sur le terrorisme et l'extrémisme, sommet au cours duquel le chef de l'État a appelé la communauté internationale à faire face à ce danger. Melika Narli. À New York, où le président de la République, M. Mohamed Abdel Aziz, a participé aux travaux de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République a également pris part au sommet des Nations unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le président de la République a tout d'abord rappelé que ce 70e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations Unies est marqué par l'adoption d'un nouveau et ambitieux programme de développement durable issu de larges et de diverses concertations qui ont su mettre à profit les résultats de la mise en œuvre des 8 objectifs du millénaire pour le développement, parmi lesquels la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes figurent en 3e place. C'est dire toute l'importance ainsi que le niveau de priorité qu'accorde la communauté internationale à cette question cruciale. En effet, dit-il, il est inconcevable de réaliser un développement quel qu'il soit en dehors des femmes, de leur implication, de leur participation active et de leur contribution au progrès de l'humanité. Pour ce faire, la communauté internationale doit continuer à veiller au respect des instruments juridiques pertinents en vue de permettre aux femmes d'occuper le champ d'action qui leur est dû, en particulier la mise en œuvre de la déclaration de Beijing ayant résulté de la 4e conférence sur les femmes tenue à Beijing en 1995. L'égalité des sexes doit être palpable à tous les niveaux. La pleine participation des femmes doit s'effectuer dans tous les domaines. Autant que les hommes, les femmes doivent participer au processus de prise de décision en matière de gouvernance politique et d'entreprise commerciale, ce qui renforcera leur résilience à la vulnérabilité et à la marginalisation sociale, économique et politique et annihilera la violence et la discrimination à leur égard. Ainsi, l'ancrage de la bonne gouvernance dans la culture plurielle et son approfondissement dans les sphères économiques, sociales, culturelles et politiques aura un effet d'entraînement positif sur les réformes et sur leur rythme d'évolution. Il faut cultiver l'inclusion dans la diversité avec la plus large participation de toutes les catégories et couches de la société pour créer le maximum de synergies propres à impulser le développement durable. En Afrique, dit-il, lors du 24e sommet en janvier 2015, les dirigeants africains ont déclaré l'année 2015 année de l'autonomisation de la femme. Autonomiser les femmes, c'est libérer un potentiel d'énergie considérable au service du développement et de la société. En Mauritanie, la mise en œuvre de nos politiques nationales a permis à la femme d'élargir considérablement son spectre d'inclusion à la vie nationale et est partout présente aujourd'hui au Parlement, au gouvernement et dans les partis politiques, à la justice, à l'armée, à la société civile, aux affaires et partout ailleurs et devient un agent et un acteur incontournable de la vie nationale. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes demeurent un impératif et nous nous devons de tout mettre en œuvre pour y parvenir intégralement. En marge des travaux de la 70e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République a pris part au sommet sur le terrorisme, au cours duquel il a affirmé la nécessité de traiter simultanément les manifestations et les causes de ce danger, mettant en exergue l'approche intégrée adoptée par notre pays.
C'est cette approche intégrée que notre pays a résolument fait sienne. Nous sommes parvenus depuis 2009 à sécuriser pleinement notre territoire, mettant depuis lors un coup d'arrêt aux actions terroristes qui auparavant secouaient périodiquement notre pays. Les succès enregistrés sur ce plan sont le fruit d'une vision cohérente et d'une stratégie pluridimensionnelle alliant à l'action sécuritaire une politique de dialogue et un développement qui profite aux populations vulnérables en priorité. Dans ce cadre, un effort sans précédent a été d'abord consenti à la préparation et à l'équipement de nos forces armées et de sécurité pour assurer l'inviolabilité de notre territoire et garantir la sécurité des personnes et des biens. Parallèlement à la sécurisation de nos frontières, nous avons mené avec succès d'importantes actions de persuasion envers nos jeunes radicalisés. Nos politiques, dans ce cadre, attachent un prix particulier à la formation, à l'emploi et à l'épanouissement des jeunes et leur implication dans la vie publique et citoyenne. Ces politiques s'appuient plus largement sur la priorité que nous avons accordée à l'amélioration des conditions de vie des populations fragiles à travers un meilleur accès à l'éducation, à la santé, aux infrastructures et aux services de base. En renfort à ces actions, notre engagement résolu pour l'ancrage de la démocratie et des libertés, la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation de l'état de droit contribue tout autant à prévenir et conjurer les tentations extrémistes. Et nous ouvrons le chapitre des tournées de sensibilisation sur le dialogue menées par les membres du gouvernement par la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'île Chiri. Dr Sidioul Salem était dans la Muqata'a de Benishab où il a rencontré les habitants de cette localité. Abdrahman Hamadan nous en dit plus. Aussitôt arrivé à Benishab, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a eu une rencontre avec la population de la ville, au cours de laquelle il a passé en revue l'essor économique et les grands projets de développement qui ont transféré le pays à un chantier ouvert sur tous les plans. Dr Sidioul Salem a abordé les mutations que connaît le pays et les acquis dans le domaine des libertés, surtout la liberté des presses et la promotion des droits de l'homme, qui ont porté le pays au rang des pays les plus démocratiques dans le monde. Le ministre a fait le point sur les résultats des journées de concertation préliminaires au dialogue national inclusif et les recommandations claires et positives formulées par les participants à cette rencontre nationale, avant d'exhorter ceux qui n'ont pas participé au dernier dialogue à y prendre part. Le maire de la commune de Benishab, M. Mrabbih Abdelaziz, a de son côté souhaité la bienvenue au ministre et à la délégation qui l'accompagne, tout en soulevant des questions relatives à l'amélioration des cadres de vie des populations de sa commune. Les élus locaux, les notables et les activistes politiques qui ont pris part à ces meetings politiques s'accordent à dire que le dialogue reste le seul moyen et le plus démocratique pour exprimer une vision politique de l'avenir du pays. Une vision concertée qui prend en considération l'intérêt général du pays. D'autres ministres étaient aussi à l'intérieur du pays pour sensibiliser sur le dialogue national. Il s'agit du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui était au Trarza, plus précisément à Kermessein, du ministre de l'Équipement qui était à Nouadhibou et de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères qui était dans la Muqata'a de Maqta' al-Hajar. Bokar Bailaba. Informer les citoyens sur la situation politique et sociale du pays, notamment les résultats des rencontres de concertation élargie préparant le dialogue national inclusif, c'est l'objectif des missions gouvernementales dépêchées à l'intérieur du pays. Ainsi, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed El-Khouna, a affirmé hier à Nouadhibou, au cours d'une réunion de sensibilisation en présence du Wali, des élus, des acteurs politiques, et d'un public nombreux que le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, est convaincu du principe du dialogue sur toutes les questions. Il a ensuite passé en revue devant les habitants de Nouadhibou la situation économique du pays, les réalisations accomplies dans le domaine des infrastructures et des autres secteurs de développement. Le ministre de l'Équipement et des Transports a invité les acteurs et les partis politiques à participer au dialogue et à la construction nationale. Les citoyens n'ont pas manqué de prendre la parole pour soutenir l'initiative du dialogue national inclusif.
À Kermassène aussi, c'est une autre mission menée par le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des technologies de l'information. M. Mokhtar Malaldia a indiqué que le gouvernement est déterminé à respecter ses engagements dans le cadre d'un dialogue inclusif et constructif servant l'intérêt général du pays. Il a ajouté que toutes les mesures sont prises pour assurer la réussite du dialogue qui n'écarte aucun parti politique. Les autorités administratives, les élus, les cadres, les notables, les citoyens de la ville de Kermassène ont souligné que le dialogue est le meilleur moyen de renforcer l'unité nationale et d'assurer le développement du pays. Autre mission, c'est celle menée au Brakna par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, pour sensibiliser les citoyens de cette wilaya sur les résultats des journées de concertation prélude au dialogue national. Madame Khadijatou Mbarek Fall a présidé à Makta Al-Ahjar, une réunion à laquelle ont pris part les autorités administratives, municipales, les élus, les cadres, les notables et les citoyens de la ville. Et dans son intervention, elle a indiqué que l'objectif de sa visite au Brakna s'inscrit dans le cadre de la volonté du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, de connaître sur le terrain les problèmes posés aux populations en vue de leur trouver des solutions rapides et efficaces. Elle a indiqué que le président de la République insiste sur l'importance du dialogue comme instrument de discussion des problèmes nationaux. Elle a ajouté que le président de la République a toujours attaché une importance au dialogue sans condition préalable, rappelant que le dialogue global inclusif doit commencer en octobre prochain. Là aussi, les autorités administratives, municipales, les élus, les cadres, les notables et les citoyens de la ville de Makta Al-Ahjar n'ont pas manqué de prendre la parole pour soutenir l'initiative du dialogue national inclusif. A noter que la ministre des Affaires étrangères de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger présidera des réunions similaires dans les autres Mokata du Brakna. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays a organisé hier soir une cérémonie à l'occasion de la célébration du 85e anniversaire de l'unification du Royaume. Ont assisté à la cérémonie M. Mohamed Ould Abdallahi et M. Ahmed Salem Al-Bashir, respectivement ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et ministre du Pétrole et des Mines, d'autres personnalités diplomatiques accréditées dans notre pays, des hauts cadres et plusieurs autres invités. La ministre de l'Élevage s'est rendue ce matin à la ferme d'Idini pour l'amélioration des espèces bovines. Objectif, s'informer de près sur cette expérience qui a débuté en septembre 2011. Précision avec Amina Abdelaziz. La ministre de l'Élevage a effectué une visite ce matin à la ferme d'insémination artificielle à Idini dans la Muqata'a de Wad Naga. Cette visite a permis à la ministre de l'Élevage de constater de près l'état dans lequel se trouve cette ferme. Sur place, des explications détaillées lui ont été fournies par Mohamed Lamine Ouelhaki, directeur de la reproduction animale en charge du projet. L'exposé a porté sur les étapes franchies par le projet d'insémination artificielle, les mesures prises pour améliorer la production animale. Il a également passé en revue les objectifs du projet. Il est à noter qu'en plus de cette ferme viennent s'ajouter la ferme Mahmouda à Houd al-Sharqi, la ferme de Kouga à Houd al-Gharbi, une ferme à Kankoussa à Nassaba, la ferme de Mal au Brakna et enfin la ferme de Makama à Gourgol. La deuxième étape de cette visite fut au centre de formation sur les techniques animales à Idini. Ce projet comprend une centrale laitière et un atelier moderne pour la vaccination des vaches. Ce projet œuvre dans le renforcement des capacités du secteur de l'élevage. À la fin de sa visite, Vatmaval Mentesouena a déclaré que cette visite
à la ferme d'insémination artificielle à Idini lui a permis de constater la réussite de cette expérience, mais également de prendre note des manquements qui seront ultérieurement résolus, et cela dans le cadre du renforcement des capacités du secteur de l'élevage. Le ministère de la Santé a organisé en collaboration avec l'USAID le lancement du programme Agir pour la planification familiale. Le but de ce programme est de préserver la santé maternelle et infantile. Aminata Khan. Lancement du programme régional Agir pour la planification familiale dans notre pays. L'objectif du programme est d'améliorer la santé maternelle et infantile et de développer une économie durable dans notre pays. Présent à la rencontre, le secrétaire général du ministère de la Santé a déclaré à l'entame de ses propos que notre pays adhère à tous les programmes qui œuvrent dans la lutte contre la mortalité infantile et néonatale. Et cela s'est traduit, poursuit-il, par l'importance que le ministère de la Santé accorde à la santé maternelle et infantile. Sur l'engagement et les objectifs d'agir pour la planification familiale dans notre pays, la directrice régionale du projet Agir PF s'est exprimée. Notre engagement à améliorer les conditions de vie des familles en Afrique de l'Ouest et notamment en Mauritanie est ferme. Près d'un tiers de toute la mortalité et morbidité maternelle serait évitée si les femmes avaient accès à la contraception. En d'autres termes, la grossesse pourrait et devrait être un événement heureux dans la vie d'une famille et non pas la fin de la vie d'une femme comme cela est trop souvent le cas. En lançant Agir PF, nous regardons de l'avant avec détermination et conviction que nous aboutirons ensemble à un environnement où chaque grossesse est planifiée, chaque enfant est désiré et chaque femme et son nouveau-né ont les meilleures chances de survie. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis dans notre pays a passé en revue les actions menées par le gouvernement dans le cadre de la santé reproductive et de la santé maternelle. Je me permets ici d'exprimer mes remerciements le plus sincères au gouvernement mauritanien et de saluer les efforts du peuple mauritanien dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Il y a enfin l'implication des leaders religieux dans les campagnes de sensibilisation et d'éducation pour un espacement sain des naissances, entre autres. À noter qu'Agir PF est un projet régional qui couvre déjà 4 pays dans le but d'assurer le bien-être socio-économique et un avenir meilleur à chaque fils et à chaque fille. Ouverture ce matin à Nouakchott des travaux de la session spéciale consacrée à l'adaptation au changement climatique au niveau national. C'est dans le cadre d'un programme mondial contre les changements climatiques en Mauritanie. Cette rencontre vise à mettre en place une stratégie environnementale qui correspond au changement climatique au niveau national. Moussa Ndiaye. Au programme de cet atelier de formation sur l'outil de diagnostic de l'état de lieu pour la planification de l'adaptation au changement climatique en milieu rural en Mauritanie, plusieurs exposés, notamment ceux qui concernent l'élaboration de la feuille de route préliminaire pour le processus du plan national d'adaptation PNA. Donnant le coup d'envoi des travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Madi Ould Taleb, a précisé dans son intervention que les hautes autorités du pays ont pris des mesures visant à permettre au département de l'environnement d'accompagner les efforts des différents acteurs du secteur pour faire face à tout ce qui est lié à l'environnement et au développement durable en Mauritanie. Le processus du plan national d'adaptation PNA est considéré comme un élément clé pour se présenter à la 21e conférence de parties sur le changement climatique à Paris en novembre 2015. Cependant, ce qu'il va falloir pour réussir de manière efficace le processus PNA à l'image des autres,
c'est de mettre en place des capacités suffisantes en termes d'institutions et de ressources humaines pour disponibiliser le savoir-faire technique et scientifique, ainsi que des structures de coordination et de gouvernance visibles, accessibles et capables de gérer ce genre de processus. Mesdames et messieurs, sans vouloir me garnir d'un geste de fierté, je tiens à vous rassurer que le programme AMCC et ACCMR est là pour aider à renforcer les capacités nationales pour la mise en œuvre efficiente du processus PNA en Mauritanie. Dans le but de réduire la vulnérabilité des pays aux impacts des changements climatiques et de promouvoir l'intégration systématique de l'adaptation au développement au niveau des pays, tout processus du plan national d'adaptation PNA doit obligatoirement être propulsé par les pays, d'où l'importance de mettre l'accent sur les activités des programmes liés au changement climatique. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle planification qui est appelée PNA, qui n'est pas loin du terme PANA, mais là avec un acronyme en a de moins, Plan national d'adaptation. Cette nouvelle planification a été retenue par la communauté internationale à travers les conférences des parties et c'est dans ce contexte que s'inscrit notre activité aujourd'hui. On vise d'évaluer les capacités et les besoins dans le domaine de la planification de l'adaptation en Mauritanie. Les résultats des travaux des différents groupes ici de cette rencontre seront analysés et présentés au centre de décision de toutes les structures concernées par les dossiers de cet atelier, afin qu'elles prennent des mesures concrètes pour la protection de l'environnement en Mauritanie. Le président du Conseil national de régulation, Dr Selko Ahmed Zidbi, a prêté serment aujourd'hui à Nouakchott devant le président de la Cour suprême, le Qadi Yahvou Ouil Mohamed Youssouf. Le parquet a été représenté par le procureur général près la Cour suprême, M. Mohamed Abdelrahman Oul Abdi. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Cour suprême, Abdallahi Oul Abdel Fattah, ainsi que des membres du Conseil national de régulation. Hors de nos frontières, Mahmoud Abbas a affirmé devant l'ONU que la Palestine méritait d'être reconnue comme un État à part entière, évoquant les énormes sacrifices consentis par les Palestiniens et leur patience au cours de toutes ces années de souffrance et d'exil. Il a également menacé de ne plus respecter les accords avec Israël si l'État hébreu continuait de ne pas les respecter, notamment en poursuivant sa politique de colonisation en Cisjordanie. L'ambassadeur turc à Bagdad a annoncé la libération des 16 derniers citoyens turcs travaillant pour une entreprise de travaux publics enlevée au début du mois à Bagdad par un groupe armé inconnu. Il faut rappeler que les citoyens turcs étaient pris en otage le 2 septembre dernier à Sadr City, à l'est de Bagdad, où leur société est chargée de construire un stade. Fin du journal, je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir participé aux travaux du 70e sommet des Nations Unies tenu à New York. À l'occasion de l'ouverture de la conférence sur le terrorisme, le président de la République passe en revue l'approche adoptée depuis 2009 par notre pays pour lutter contre ce fléau. La campagne de sensibilisation sur le dialogue national se poursuit et quelques membres du gouvernement sont à l'intérieur du pays pour expliquer les objectifs de ce dialogue. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwati.